Face à une situation difficile, nous avons une réaction. Nous donnons une réponse qui nous est propre. Et si ça ne marche pas, nous avons tendance à faire encore et encore, plus ou moins, de la même chose, et ça ne marche pas mieux. Et nous entrons, sans le savoir, dans un jeu psychologique. Mon invitée d'aujourd'hui dit stop à la souffrance, elle détricote les situations complexes et retourne les cerveaux comme des chaussettes. C'est le 180 degrés, une volte-face technique et subtile qui permet de retrouver son plein pouvoir et de remettre les choses à leur place. J'ai le grand honneur de recevoir Emmanuelle Piquet. À tout de suite. Et nous allons parler du harcèlement scolaire, nous allons parler de la vie de couple, nous allons parler de la vie professionnelle avec notre invité. Emmanuelle, je suis vraiment trop contente de te recevoir. Mais moi aussi, c'est un véritable honneur. Merci beaucoup de cette invitation. Et j'ai flashé sur toi il y a une dizaine d'années, quand tu as donné une conférence TEDx, et tu as parlé avec beaucoup d'émotion de ce qui pouvait se passer à l'école et du harcèlement scolaire. Et quand tu as parlé, tu as donné des exemples de cas, et qui était très touchant, et toi-même, tu étais très émue. Et dans cette conférence, tu dis « Je voulais être avocate pour enfants ». Oui, c'est vraiment ce que je voulais être assez rapidement, en fait, je crois, en fin de primaire, début de collège. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Maintenant, c'est une profession qui existe, puisqu'il y a des avocats pour enfants qui ont vu la TEDx et qui m'ont appelé en me disant « Ça existe, là, maintenant ». Donc, ça existe. Mais du coup, comme j'avais l'impression que ça n'existait pas, eh bien, voilà, je trouve que finalement, c'est une bonne façon de faire que d'être à côté des enfants et de les aider. Donc, tu trouvais déjà toute petite qu'il y avait des injustices, qu'il y avait des difficultés dans la cour de récré? Moi, j'étais très marquée par mes années d'école, mes années collège. Pas spécialement parce que j'en ai souffert. J'ai plus souffert d'ailleurs de chagrin d'amitié que de harcèlement, moi, en ce qui me concerne. Mais j'ai été fascinée de voir tout ce qui pouvait se jouer et tout ce qu'on ramenait avec nous de l'école vers l'âge adulte, en fait, d'une certaine façon. Donc, oui, c'était vraiment un univers qui me passionnait. Alors, tu as développé le fameux 180 degrés qui, si on le résume vraiment en une seule phrase, qui consiste à faire le contraire de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisque justement, ça n'a pas abouti à un résultat satisfaisant. Voire ça a aggravé même. Voire ça a aggravé, oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, hein. Je n'ai pas cette intelligence-là. Ce sont les penseurs de l'école de Palo Alto. C'est une école qui s'est créée dans les années 50 aux États-Unis, avec des grands noms comme Václavic, Fish, Bateson évidemment, Wickland. Et en fait, eux vraiment ont mis ça en exergue de façon tout à fait, je trouve, esthétique d'un point de vue intellectuel. C'est qu'en effet, ils se sont rendus compte que c'est souvent ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente voire l'aggrave. Et donc, à partir de là, ils se sont dit donc, ça veut dire que si on veut aider les patients qui nous font la confiance de nous demander de les accompagner, si on veut les aider, il faut qu'on les aide à faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Partant du principe que c'est pas possible d'être à la fois allongé et debout. Et donc, à partir du moment où en effet on se met allongé, on peut plus être debout, donc alors on qu'est-ce arrête que tu appelles allongé et debout? C'est-à-dire que c'est très difficile d'arrêter de faire quelque chose. C'est beaucoup plus simple de faire l'inverse, en fait. C'est beaucoup plus aidant d'une certaine manière. Et donc, partant de ce principe-là, ils se sont dit, on va leur proposer des virages à 180 degrés, on va leur proposer de faire demi-tour quand les patients, mais tu le sais mieux que personne, quand les patients viennent nous voir très souvent et ils nous disent, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Et donc, nous, on leur dit, faites demi-tour, parce que dans une impasse, c'est vraiment une très bonne solution. Mais parfois, ils n'ont même pas l'idée qu'ils pourraient faire demi-tour. Parfois, ils ont l'idée qu'ils pourraient faire demi-tour, mais ce demi-tour leur paraît trop douloureux. Oui. Et donc, en fait, c'est eux qui ont inventé le terme de 180 degrés, alors? C'est l'école de Palo Alto ou c'est... Eux, ils ont inventé la notion de tentative de solution, de tentative de régulation. Et en tout cas, je ne sais pas s'ils l'appelaient déjà comme ça, faire un virage à 180 degrés, mais c'est vraiment l'idée qu'ils développent. Donc, d'où l'affiche, en fait, avec ma tête à l'envers. Donc, voilà l'explication. C'est vraiment l'idée de prendre la situation complètement dans le sens inverse de ce qu'on a toujours fait. Et c'est assez étonnant. Alors, dans le harcèlement scolaire qui nous préoccupe tous en tant que parents, il y a beaucoup d'abord en termes de chiffres. Enfin, c'est incroyable. Chaque enfant a été une fois bousculé lors de sa scolarité, et puis quand ça se répète, du coup, ça s'appelle un harcèlement, c'est ça.
Et alors donc, grâce à cette école de Palo Alto, tu apportes une façon de faire extrêmement géniale. Et là-dedans, alors petit point sur l'hypnose, tu es pour moi une grande hypnotiseuse dans le sens où tu déshypnotises les gens de leur situation complexe, parce que finalement, quand on est dans une situation, on est enfermé, on est dans cette fameuse impasse et on se cogne au mur de cette impasse. En fait, on est dans un état de grande souffrance et désespéré, alors que la solution peut être de l'autre côté. Et donc, surtout, ce qui est très très intéressant dans cette approche, c'est que c'est la personne concernée, c'est-à-dire le harcelé, qui va, grâce à cette technique, reprendre sa vie en main. Oui, exactement. Et donc, de ce point de vue-là, on est plutôt à contre-courant, puisque l'institution, elle, ne parle qu'aux enfants harceleurs. Elle considère que c'est à l'enfant harceleur de changer, à l'enfant harceleur de développer son empathie, sa préoccupation pour le sort des enfants qu'il harcèle. Or, le problème, c'est que cet enfant-là, l'enfant harceleur, la plupart du temps, lorsqu'il fait ça, il le fait pas par hasard, hein, et il ne le fait pas non plus parce qu'il est un psychopathe ou parce qu'il est un enfant de psychopathe. Il le fait pour deux raisons essentielles. La première, c'est que il se sécurise en fait en faisant ça, c'est-à-dire que quand on harcèle, on a moins de chances d'être harcelé. Ça paraît relativement pragmatique. C'est pas très moral, mais enfin c'est comme ça. Et puis la deuxième raison, c'est que, et ça c'est un impensé de mon point de vue institutionnel et même clinique, c'est que au moment où il harcèle l'enfant harceleur, l'émotion qu'il ressent, c'est du plaisir pur. C'est un plaisir lié à l'emprise, lié à la toute-puissance, lié au fait que il perçoit de façon très claire l'impact considérable qu'il a sur le quotidien d'un autre enfant et d'une meute ricanante tout autour. Et donc c'est un personnage qui, au fond, n'a aucune raison d'arrêter ça, vraiment aucune. Ça me rappelle un peu, c'est l'histoire de Valsavic, je pense, l'histoire du petit gâteau. Je sais plus, enfin, ça me rappelle ça. C'est l'histoire du bébé, en fait, qui est dans sa chaise haute et qui un jour, par inadvertance, fait tomber son biscuit par terre et sa maman fait oh là là et va vite le chercher. Et là, du coup, elle manifeste une émotion et du coup, l'enfant qui est tout petit, qui est finalement impuissant, voit qu'il a déclenché quelque chose de vraiment intéressant et va de nouveau jeter son gâteau en faisant exprès. C'est exactement la même chose. Mais vraiment, c'est strictement la même chose. C'est-à-dire que à un moment donné, les enfants harceleurs ne vont pas choisir évidemment les harcelés parmi les plus clashants et les plus charismatiques de l'univers, on est bien d'accord. Ils vont plutôt choisir des enfants dont ils se disent, dont ils présument, souvent à juste titre, qu'en effet ils sont plutôt vulnérables et qu'il n'y aura pas de conséquences négatives de leur côté. Donc ils vont tester d'abord par ce que les adultes appellent de petites taquineries. Il n'y a pas, enfin moi je trouve qu'à partir du moment où il y a souffrance, il n'y a pas de petites taquineries. Donc ils vont commencer en tout cas un peu doucement et puis dans la mesure où en effet l'enfant montre qu'il a peur ou qu'il souffre au moment où ça se produit, exactement comme l'enfant qui voit sa maman avoir une émotion, il se dit c'est bon, j'ai tapé au bon endroit et surtout un endroit pas dangereux. Et donc il continue et l'autre continue à au fond montrer à quel point c'est douloureux pour lui, ce qui est logique hein, parce que c'est difficile de faire autrement. Et donc c'est comme ça en fait que le cercle vicieux du harcèlement en effet se met en place. J'ai vécu un voyage extraordinaire. C'est vraiment un voyage à travers soi. Je suis repartie dans des moments de vie qui étaient très intenses. Imaginez-vous plonger dans les profondeurs de votre âme et découvrir des secrets enfouis depuis des siècles. Excitant, n'est-ce pas? Je suis Frédéric Barbet, expert en hypnothérapie et les explorations des vies antérieures. Et je vous invite à vivre une expérience absolument unique et transformatrice, les mémoires du temps. Avant de mourir, j'ai pu modifier et régler le problème, quelque chose de ma vie antérieure qui me gêne dans ma vie actuelle. Je suis retournée dans un temps que j'ai déjà exploré, mais pas sous cet angle-là, au Moyen-Âge. Mais cette fois-ci, c'était très positif. C'était très fort, j'ai vécu beaucoup de choses et je pense que j'ai appris des choses qui vont pouvoir m'aider aussi pour avancer, pour comprendre pourquoi je suis là. Lors de nos soirées exceptionnelles avec ABC Talk, je vous propose de lever le voile sur ces mystères. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers le temps et l'espace. Grâce à des techniques avancées d'hypnose, du son et de l'image, vous avez là l'opportunité de revivre des moments clés de vos vies antérieures en direct avec moi et en sécurité. C'est une véritable aventure intérieure qui vous attend et je mettrai toute mon expertise à votre service pour vous guider dans cette exploration captivante. Ne manquez pas cette occasion unique de transformer votre vie en comprenant votre passé. Préparez-vous à une soirée remplie de révélations, d'émotions et de découvertes sur vous-même. Alors dans l'histoire du gâteau, donc l'enfant va
jeter son gâteau sciemment. La maman se rend compte qu'il le jette sciemment, donc ça la rend folle en fait. Donc elle est encore plus énervée, donc elle va encore plus gesticuler. Donc l'enfant trouve ça super rigolo d'avoir un petit peu de pouvoir et donc va de nouveau continuer de jeter le gâteau. Donc le conseil qu'on donne à la maman n'est pas du tout le même que toi tu appliques, puisqu'on dit à la maman faites comme si ça ne vous faisait rien, c'est-à-dire bloquer vos émotions et donc du coup vous considérez que c'est normal de ramasser ou pas de ramasser le gâteau, mais en tout cas du coup vous avez plus cette émotion qui vous dévore en disant il fait exprès mon sale gosse, etc. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un enfant pareil? Donc en fait elle laisse ça de côté, donc c'est juste cette relation là qui s'est mise et donc elle défait quand l'enfant le jette 5 fois le gâteau par terre et ça fait plus rien. Du coup il passe à autre chose. Elle défait l'apprentissage en effet. C'est très intéressant parce que il y a pas mal de mamans qui disent ça à leur enfant harcelé, de dire fais comme si tu n'entendais pas, fais comme si ça ne t'atteignait pas. Et je pense que c'est intelligent dans le mouvement. Le problème, c'est qu'un enfant harcelé, il peut pas faire comme s'il n'entendait pas, parce que ça se voit. Et parce que les adolescents, les préadolescents ont un radar absolument dingue pour voir en effet s'il y a souffrance ou pas, relationnellement parlant. Et donc, c'est un mouvement qui est intéressant, mais tactiquement, c'est quasi impossible à faire. Ceci étant dit, nous, le mouvement va être quand même le même, c'est-à-dire qu'on va aller un cran plus loin. C'est-à-dire qu'on va dire aux enfants, on va lui faire croire que ça te fait rire. On va lui faire croire que tu rigoles avec lui, en fait. Ce qui est très dur parce que c'est pas drôle, souvent, ce sur quoi ils sont harcelés. Donc en fait, dans le manuel de survie face au harcèlement, qui est une BD qui vient juste de sortir aux arènes, avec notre complice Jean-François Margnon et avec des dessins de Camille Blandin. Donc il y a vraiment plein d'histoires qui sont magnifiques, très parlantes, accessibles à tous et d'ailleurs qui nous replongent dans les années collège. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Juste avant que donc on va faire croire qu'on rigole avec lui. Voilà. Mais avant, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que tu décris comment va se passer une séance. Donc d'abord tu vois les parents. Enfin souvent tu vois les parents d'abord, et donc tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi leurs émotions là-dessus, et tu leur dis surtout ne faites plus rien. À partir de maintenant, c'est moi qui m'en occupe. En tant que parent, je trouve qu'on en prend un grade. Et aussi parce qu'on finalement on est aussi impuissant. Finalement, on est très impuissant. Et on se rend compte, et tu le décris très bien, que si on agit, au contraire, on va aggraver le problème. Et donc, en tant que parent, c'est hyper dur d'entendre ça. Et tu décris différents types de parents. Et moi, je trouve ça hyper drôle. Donc, tu as les parents Gandhi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, les parents Gandhi, c'est ceux-là, précisément. Ces parents tout à fait adorables, mais ils sont tous adorables, d'ailleurs, la plupart du temps. Et puis, ils ont surtout deux émotions très fortes qui sont à la fois une inquiétude et une tristesse colossale. Parfois de la colère, beaucoup. Et donc le parent Gandhi, lui, essaye de bloquer ses émotions, donc et donc il dit ça, il dit pareil. Attends, à son il a enfant. un idéal de paix dans le monde, il a un idéal que les choses vont s'arranger, que les méchants n'existent pas, qu'ils sont jaloux, ou qu'ils sont amoureux. Voilà, tu es trop beau pour ça, tu es trop intelligent. Et surtout ils disent, on ne répond pas à la violence par la violence. C'est vraiment une espèce de leitmotiv chez ces parents-là. Qui est d'ailleurs pas forcément que explicite, qui est implicite aussi, qui fait partie aussi de leur éducation silencieuse. Et comme je le disais juste comme avant, si de rien n'était, c'est ça, voilà. C'est ça. Et comme je le disais précédemment, c'est impossible quand on a 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, de faire comme si on n'entendait pas lorsqu'on se fait insulter, moquer, régulièrement par les autres. Donc ça, c'est les parents Gandhi. Les parents loups. Il y a les parents loups aussi, donc qui sont des parents qui interviennent vraiment de façon très structurante en fait, dans les interactions de leurs enfants. Ils défendent la meute, ils défendent leurs petits. Ils défendent leurs petits louveteaux. Donc en fait. Donc c'est-à-dire qu'ils s'adressent directement à l'enfant harceleur en disant toi si tu recommences. Regarde bien ce qui se passe. Mais il vient en maternelle, je veux dire. Moi, j'ai des enseignantes que j'ai la chance de superviser qui me disent, mais on a des mamans qui viennent en première année de maternelle, qui arrivent, qui regardent le délinquant, donc qui s'est attaqué à leur propre enfant et qui dit, regarde-moi bien. Donc, on voit, la mère, le gamin de 3 ans et demi, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Alors. Ça marche pas. En fait, ça ne marche pas parce qu'en fait, l'enfant, finalement, il a capté l'attention des parents, il a capté l'attention des adultes. Finalement, c'est un succès. C'est-à-dire que, plus précisément, je pense que, alors bon, donc ça marche dans 1% des cas en première année de maternelle parce que l'enfant est polytraumatisé, donc il rentre chez lui le soir et il dit, il y avait une grosse dame dans la cour, je veux plus y aller, donc on l'envoie en hôpital psychiatrique. Donc d'une certaine manière, votre enfant est sauvé. Non, c'est pas vrai, ça marche très très peu, en effet, parce qu'en fait, c'est comme si on mettait, sans le vouloir, un post-it sur le front de son gamin où c'est écrit, en substance,
fais-toi plaisir, sans ma mère, je ne suis rien. Et donc, ça envoie un message, en fait, à l'enfant harceleur qu'il peut continuer dès que l'adulte a le dos tourné, et ce qui était en train de se passer beaucoup, hein, au collège notamment. Hein, c'est vraiment des façons de faire de plus en plus subreptices. Et puis, il envoie aussi un message à son enfant, à son propre enfant, sans le vouloir. Il veut lui envoyer le message « je t'aime et donc je serai toujours là pour toi, mon amour ». Mais en même temps, il lui enlève son pouvoir, voilà, en fait. Il lui dit « t'es pas capable de gérer ça ». Ça fait penser au triangle de Karpman et ça fait penser plus généralement à l'analyse transactionnelle, en fait. Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, absolument. Donc, alors, donc on est bien d'accord qu'en maternelle, c'est vraiment pas, ça marche pas. En primaire, c'est très très mauvais. Au collège, c'est une catastrophe. Et au lycée, là, moi, je sais plus quoi dire. Là, je sais plus quoi dire. Je veux dire, aller voir des lycéens en leur disant, ce serait bien que tu sois plus gentil avec mon enfant. Je le comprends. Hein, je suis pas, c'est vraiment très affectueux. Je le comprends parfaitement. Mais je trouve que vraiment, c'est pas rendre service à son enfant, quoi, d'une certaine manière. Donc ça, c'est les parents loups. Alors, est-ce qu'il y a d'autres types de parents? Oui, il y a les parents, en ce moment, beaucoup les parents qu'on appelle les parents dolto, mais parce que je suis une vieille personne, on pourrait les appeler autrement, hein, dans notre pensée. Mais enfin, en tout cas, ce sont des parents qui sont très éveillés, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup lu, ils ont beaucoup écouté de podcasts, regardé des émissions et tout ça. Donc ils savent, hein, précisément qu'il faut pas aller parler aux camarades, entre guillemets. Donc ce qu'ils font eux souvent, c'est qu'ils vont parler aux parents de l'enfant harceleur, en espérant que ce dernier va faire preuve d'autorité pour que leur délinquant d'enfant arrête donc ses agissements. Donc ça, c'est très inopérant, en fait, parce que il y a aucun parent au monde, qui accepte comme ça facilement l'idée que son enfant est un harceleur. On a tous l'impression de les avoir divinement élevés, avec des valeurs tout à fait remarquables, et donc vraiment, la plupart du temps, on peut pas supporter d'entendre ça. Donc, ça donne lieu à des choses assez douloureuses pour les parents d'enfants harcelés, du type oui, enfin, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que je pense que votre fille, elle est pas non plus tout le temps très sympa. Ouais, ça remet tout en doute, en fait. Ouais, et puis surtout, c'est une négation de la souffrance, en fait, de son enfant et de la sienne. Donc, ça met vraiment dans une souffrance accrue, quoi, en fait. Ouais, donc c'est les parents harceleurs loups. Oui, c'est ça. Ils défendent leur petit coûte que coûte. Et donc, redonner le pouvoir à ces enfants-là. Donc, toi, tu travailles vraiment au cœur de la personne la plus motivée, donc celui qui est harcelé, pour lui donner des outils pour se défendre lui-même. Oui, exactement. Vraiment, je lui donne, en fait, en quelque sorte, des graviers à lancer dans le cercle vicieux du harcèlement, avec comme objectif, au fond, de faire tomber de son piédestal l'enfant harceleur qui n'est installé sur ce piédestal précisément que parce qu'il harcèle, en fait. Hein. Et là, les études sont hyper intéressantes, c'est-à-dire qu'on se rend compte que, en effet, les enfants très populaires ont plus de propension à harceler, et ceux qui harcèlent deviennent plus populaires. Donc, pour eux, c'est une espèce de cercle vertueux, en fait, hein, d'une certaine manière, qui se fait au détriment donc de l'enfant harcelé. Et donc, il y a une escalade. Il y a un dessin avec Donald Trump que je vous laisse découvrir parce que c'est assez étonnant. Parce que maintenant, on connaît les résultats de l'élection, mais une escalade complémentaire, en fait. Hein, donc, c'est-à-dire entre un enfant qui est de plus en plus en situation de toute puissance, d'emprise, comme on disait tout à l'heure, avec souvent une meute ricanante autour de lui, et un enfant qui est de plus en plus en position basse, recroquevillé, voilà. Comme mais ça donne en fait une philosophie de dire il faut attaquer les gens, quoi, en fait. Ça donne, on est dans une société de violence, en fait, quelque part, où si on veut être populaire, en fait, il faut être désagréable, il faut être pénible, il faut être méchant. Il faut être cruel. Il faut être cruel. Il faut savoir faire rire au détriment des autres. Donc, c'est ça, oui. Il y a vraiment une espèce de culture du clash qui est là depuis un certain temps. Et en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, je trouve qui est très intéressant, c'est que comme en effet, c'est cette capacité à clasher, à être hyper désagréable, voire cruel, qui les rend populaires, on voit bien que leur talon d'Achille, c'est la popularité. Et que donc, moi, c'est sur ce talon d'Achille que je vais travailler avec l'enfant harcelé, en lui disant en substance, jusqu'à présent, quand il te harcèle, il obtient du pouvoir, il obtient de la popularité, il obtient de la puissance. Il faudrait qu'il obtienne l'inverse, en fait, en continuant, et qu'il se dise désormais, quand je l'embête, ça peut être plutôt pas très positif pour ma réputation. Alors c'est pas du tout facile à faire, mais ils sont très très d'accord avec ça. Hein. J'étais il y a quelques jours là pour l'UMNI France Télévisions avec 200 collégiens et CM2 qui ont regardé le documentaire Les Indiens contre-attaquent qui a fait Mélissa Torius sur notre travail. Donc ils voient en fait des séances se produire.
ils sont, comme tu le dis souvent, totalement hypnotisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bruit dans la salle. Ils étaient 200. Et ensuite, ils posent des questions extrêmement, comment dire, incarnées. En fait, on voit bien que on est allé dans la justesse de ce qui se passe. Donc, c'est un mécanisme qu'ils comprennent très bien. Et donc ensuite, à nous de leur faire des propositions qui leur soient, comment dire, adaptées au sens où qu'ils soient capables de mettre en œuvre. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas les plus clashants du monde. Donc en fait, c'est assez technique. On peut pas se lancer comme ça sans avoir été formé. Après, il y a peut-être une nouvelle génération de parents piqués qui essayent de travailler par eux-mêmes. Parce que donc la première étape, c'est donc l'observation. Qu'est-ce qui se passe? Donc on n'est pas dans le déni de ce qui se passe. Au contraire, on est vraiment, on plonge avec l'enfant au cœur de sa souffrance. On se rend compte que les enfants n'en disent qu'un tout petit pourcentage aux parents pour les protéger et pour pas leur faire de peine. Donc quand l'enfant va se plaindre, il va minimiser parce qu'il se rend compte que il peut avoir qu'une réponse qui va aggraver et l'enfant en est très conscient. Donc il est d'autant plus désespéré puisque quand il va rapporter à ses référents, à ses parents, ça s'empire en fait. Donc il est dans une situation encore plus coincée. Oui, c'est-à-dire que là les études sont assez claires et prouvent que 52% des enfants en parlent à leurs parents. Mais dans ces 52%, la moitié en parle très longtemps après. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même que 25% des enfants qui en parlent à leurs parents. C'est très peu. Et c'est à mettre, je trouve, en miroir d'un autre chiffre qui a été mis en exergue par un livre qui s'appelle À l'école des mauvaises réputations, qui est paru au PUF. Et ce chiffre, c'est que plus de 60% des collégiens considèrent que les adultes ne savent pas gérer les problèmes de harcèlement. Donc, ils ont à la fois, en effet, cette envie de protéger leurs parents, parce que on est sur une génération de parents que moi j'adore, mais qui sont quand même extrêmement inquiets sur ce sujet-là. Ça veut pas dire qu'ils sont pas inquiets sur le reste, toujours, sur les autres notes. Mais en plus, ils sont inquiets sur la capacité de leur enfant à entrer en relation. Et donc, du coup, les enfants imaginent à juste titre que ça va leur faire beaucoup de peine si leur enfant est pas en réussite à ce niveau-là ou est en danger à ce niveau-là. Mais la deuxième chose, comme tu le dis très bien, c'est que ils ont également vraiment peur de ce que les parents vont faire de cette information. Parce que eux, ils savent que si jamais il commence à y avoir des interventions trop explicites, qui mettent trop le projecteur sur leur propre vulnérabilité, ça va être encore pire. Ils le savent, ils le sentent. Donc, j'aimerais bien que alors pour illustrer, donc observation, tu plonges au cœur de l'enfant, tu arrives à décortiquer toutes les situations, et là, tu vas élaborer, ton équipe, parce que vous êtes 30, oui, à élaborer une réponse adaptée et unique. Vous suivez plus de 700 enfants par an, donc c'est bien pour ces 700 enfants, mais ça veut dire déjà qu'ils ont parlé, qu'ils ont exprimé, et Exactement. Que leurs parents ont été vous consulter. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de problèmes que ça, en fait. Ah, mais c'est clair. Ouais. C'est clair. Je veux bien que tu racontes l'histoire de Fatou. Oui. Donc, cette petite fille d'origine sénégalaise oui. qui subit un harcèlement raciste, en fait, à l'école, d'un garçon qui lui dit carrément t'es noire parce que t'es couverte de caca. Oui, ce qui est très fréquent. Ah, c'est très fréquent. C'est vraiment très fréquent, oui, comme harcèlement raciste. Oui, donc cette petite fille, en fait, pour Carnaval, sa tante lui avait confectionné une robe de princesse sénégalaise et elle voulait pas la mettre. Elle voulait pas la mettre, en fait. C'est comme ça que les parents le découvrent. Mais alors vraiment, elle refuse obstinément, etc. Et en effet, quand on la rencontre, elle nous explique qu'il y a un garçon de CM2, elle est en CE2, dans mes souvenirs, qui lui touche la peau comme ça et lui dit, et sans après, il dit ah ouais, mais c'est bien ce que je pensais. Vous êtes tous couverts de caca, c'est pour ça que vous avez la peau marron. Et elle est très tétanisée en fait, elle sait pas quoi répondre. Et alors là précisément, c'est très intéressant parce que elle dit je ne veux pas le dire aux parents parce que ça va leur faire un mal horrible. Je veux pas leur faire de mal. Et elle a raison. Enfin, je veux dire évidemment que ça va faire du mal à tout le monde tellement c'est affreux comme harcèlement. Et donc on va élaborer avec elle une stratégie pour, en effet, d'une certaine manière, mettre l'autre dans l'inconfort, puisque c'est ça vraiment l'idée. C'est comment, au fond, on fait changer l'inconfort de côté, quoi. Et donc, ce qui lui est proposé, c'est que la prochaine fois qu'il fait ça, qu'elle le touche à nouveau, elle aussi avec sa main, et qu'elle lui dise,
fais attention parce que tu vas puer toute la journée désormais. C'est l'odeur du racisme. Ouais. Donc oui, je suis couverte de caca. Donc tiens. Vas-y, tiens, voilà, je t'en donne. Donc elle le touche en fait. Elle le touche. Et elle dit c'est l'odeur du racisme. Ouais, c'est l'odeur du racisme. C'est hyper intelligent parce que du coup ça met l'autre dans une situation d'abord inédite, surprenante. Et il sait pas quoi en faire en fait. Il sait pas quoi en faire. Alors ce qu'on fait beaucoup nous avec les enfants, c'est que une fois qu'on a identifié quelque chose qui pourrait leur plaire, on va leur dire si tu fais ça, qu'est-ce qu'ils pourraient répondre. Or ce sont des enfants qui souvent sont très observateurs, hein, par définition, ils ont pas le choix, ils sont aux aguets en permanence. Donc ils savent, ils connaissent leur harceleur assez bien, et donc ben voilà, en fonction de ce que l'enfant dit, en disant je sais pas, il pourrait répondre je sais pas, mais tu dis n'importe quoi, c'est toi qui pue ou j'en sais rien. Enfin, on va vraiment travailler ça avec eux, et là on va les aider à répondre à nouveau en restant accrochés au mât de la stratégie, quoi. C'est-à-dire en disant fais gaffe parce que ça part pas facilement, donc ça tient longtemps en fait. Hein. Dès qu'il se rapproche d'elle. Voilà. C'est ce qu'elle lui réplique. C'est ce qu'elle lui réplique. T'as encore l'odeur du racisme. C'est vrai que ça dure longtemps. C'est vrai que ça dure longtemps chez toi, oui. Donc du coup, vraiment, on va les entraîner le plus possible et on va enrouler en fait d'une certaine manière le scénario pour faire comme un espèce de d'étayage, enfin comme pour les assurer en escalade, quoi, qui se disent au moment de sauter l'obstacle. Je sais ce qui peut arriver, quels sont les scénarios possibles. Donc ça leur donne confiance en eux, ils retrouvent leur confiance en fait, et donc du coup ils vont même changer de posture, d'attitude, de sentiment intérieur. Et ce changement de posture en fait, au lieu d'arriver au lycée, au collège, en ayant peur d'être harcelés, vulnérables et dans une position de repli, ils vont complètement changer de posture, et donc du coup ils vont aussi le harceleur peut capter que c'est terminé aussi. C'est clair, ils vont chercher l'interaction là où ils la fuyaient avant, en fait, d'une certaine manière. Et donc là, c'est un vrai virage à 180 degrés, postural. Oui, parce que pour décocher leur flèche, il faut que l'autre arrive, sinon ça marche pas. Donc du coup, ils vont chercher l'interaction qui, au départ, ils fuyaient, en fait. Exactement, parce que ce sont des flèches de résistance. Hein, donc on leur dit toujours, nous, on te propose quelque chose qui est en réponse à ce qui va être dit. Donc c'est vraiment une posture de résistance et pas une posture d'agressivité du tout. Donc ça, c'est vraiment très important. Et en effet, dans la moitié des cas, mais c'est très intéressant parce que ça, moi, je me disais au début, ça arrive souvent avec les enfants, mais sans doute au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça n'arrivera plus. Mais dans 50% des cas, que ce soit des enfants ou des adultes, puisque nous, on accompagne aussi des adultes en situation de harcèlement professionnel, par exemple, dans 50% des cas, ils n'ont pas besoin de mettre en œuvre la stratégie. Le harceleur, pressentant, comme tu dis, que quelque chose a changé et que potentiellement c'est dangereux pour lui, il arrête. Donc, ils ont un radar, les harceleurs, pour capter qui est vulnérable. Et tout le monde peut être vulnérable, en fait. Tout le monde peut être vulnérable à un instant T. C'est pour ça que il y a absolument aucun profil type et que ça peut vraiment arriver à tous les enfants. C'est un peu vraiment le petit frère malheureux de la violence conjugale. C'est-à-dire que la violence conjugale connaît également aucune espèce de distinction de critères sociaux ou autres. Là, c'est exactement On va pareil. en parler tout à l'heure. Mais avant, tu vas nous faire un tout petit moment d'hypnose, parce qu'en fait, parce que tu es aussi hypnothérapeute, et dans un des cas de figure, quand il y a un harcèlement spécifique, qui est très classique, en fait, tu me disais ça, c'est très très bien dessiné dans le livre, avec un triangle. Donc en haut de ce triangle, il y a le roi de la cour de récré ou la reine de la cour de récré, et qui a donc ses suivantes. Donc qui sont ses sbires, en fait, on pourrait dire, si on le tournait au masculin. Et qui forment un groupe. Et ce groupe va jouer donc à harceler quelqu'un d'autre. Et donc maintenant c'est pénal en fait le harcèlement. On peut vraiment avoir une peine de je sais pas quoi quand on est enfant d'ailleurs. C'est vraiment ils ont vraiment fortement augmenté à la fois les peines pécuniaires et les peines d'emprisonnement, oui. Oui. Donc du coup il y a un harcèlement qui est difficilement sanctionnable, c'est quand on prend quelqu'un, on le jette du groupe, on le remet dans le groupe, on le rejette du groupe, dans cet aller-retour un peu où tout le monde est d'accord pour le faire en fait. Est-ce que tu peux nous parler plus de ce triangle? Oui, vraiment c'est ça. Hein, c'est-à-dire il y a alors c'est très genré. Hein, on va pas se mentir, j'en suis navrée, mais c'est très genré, c'est très féminin en fait. Hein, cette façon de procéder. Ça veut pas dire que ça n'existe pas dans des groupes de garçons, mais franchement. Il y a la princesse de la cour de récré. Voilà, il y a la reine comme ça qui est la monarque absolue, qui est extrêmement populaire et qui règne en effet sur une cour de dames de compagnie. Il y a souvent une adjointe quand même, une espèce de DRH. D'accord. Et puis alors, pour que ce royaume fonctionne,
il y a aussi des espèces de gens qu'on maltraite, parce que c'est comme ça que, au fond, le pouvoir est assis de façon visible pour le reste de l'univers, quoi. Oui, c'est d'ailleurs à ce propos, c'est souvent quand le harceleur rencontre le harcelé, s'il n'y a pas de public, du coup il le harcèle pas, c'est pas la peine en fait. Oui, ça a beaucoup moins d'intérêt. Maintenant, il peut aussi continuer à le faire pour bien maintenir quand même l'autre dans un état de vulnérabilité et de vulnérabilité, mais c'est beaucoup plus intéressant pour eux quand il y a un public, puisque c'est vraiment leur objectif, hein, c'est d'asseoir leur réputation. Et donc, alors, je me sens absolument médiocre et toute petite en hypnose, pas du tout à ton niveau, hein, donc je vais juste raconter cette histoire, mais qui est une histoire qui, en effet, je pense, plonge les jeunes filles qui sont dans cette situation-là dans quelque chose qui leur parle de façon assez totale et qui peut les amener à vraiment se mettre en mouvement. Donc, je leur dis, voilà, c'est comme si, au fond, c'était un royaume dans lequel il y a un château, un très beau château, et à l'intérieur de ce château, il y a des banquets qui sont organisés par la reine qui est toujours donc au bout de ce banquet. C'est un banquet vraiment très agréable où tout est délicieux. Il y a de la musique de chambre, tout le monde rigole beaucoup. Enfin, c'est très joyeux, très gai. Et toi, en fait, tu n'es pas assise à ce banquet. Toi, en fait, tu es dans une cage au-dessus du banquet. Parfois, on te fait venir à la table, mais c'est plutôt assez rare. Parfois, on vient te donner quelques miettes. Il y a quelques dames de compagnie un peu plus gentilles que les autres qui viennent te donner quelques miettes. Mais tu n'es jamais ou pratiquement jamais à ce banquet. Et donc, c'est très douloureux pour toi. Et peut-être ce que tu ne sais pas, c'est que, en fait, la porte de cette cage est ouverte. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux la pousser et sortir. Mais si tu sors de cette cage, alors tu sors du banquet et tu sors du château, puisque telles sont les règles édictées par la monarque. Ça veut dire donc que, soit, en effet, tu décides de quitter cette cage et donc tu quittes le banquet et le château, et dehors, il fait froid et noir. Et moi, je ne sais pas ce qui peut s'y produire, et donc je comprendrais que tu préfères rester dans le banquet et dans le château, mais si tu veux rester dans le banquet et dans le château, alors ça veut dire que tu restes dans la cage, parce que telle est ta place. Si jamais tu décides de sortir du banquet et du château, je serai là pour t'aider, bien sûr. Et ce sera difficile, évidemment. Si jamais tu restes dans la cage, tu n'as pas besoin de moi, parce que tu sais très bien faire, c'est ce que tu fais depuis un certain temps. Et dans tous les cas, ta décision sera la bonne, puisque ce sera ta décision. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans 20% des cas, les jeunes filles, après réflexion, décident de rester dans la cage, mais elles le font en connaissance de cause, d'une certaine manière. C'est-à-dire que cet espoir insensé d'être au banquet, finalement, on l'a coupé. Or, c'est cet espoir qui les faisait beaucoup souffrir. Et donc, elles sont relativement apaisées quand elles prennent cette décision-là. Les mamans sont pas contentes. Hein. Les mamans voudraient vraiment qu'elles quittent la cage. C'est vraiment leur objectif. Et qu'elles participent au banquet. Voilà. Mais du coup, elles peuvent se faire d'autres copines. Du coup, elles peuvent tisser à ce moment-là d'autres relations dans la cour de récré, voilà. Parce qu'elles sont plus hypnotisées par le fait de faire partie du groupe. Exactement. Et puis d'ailleurs, 80% des jeunes filles me disent, moi, je veux sortir en fait maintenant, aide-moi. Alors qu'elles ne voulaient pas sortir avant. Mais parce que je pense que cette métaphore les met dans une espèce de responsabilité qui est très bonne pour elles, quoi, en fait, hein, d'une certaine manière. Et donc là, quand elles sortent, je leur dis donc il va falloir que, en effet, on parte de ce château, voilà, de façon avec une vraiment la tête haute, quoi. Et donc on a formalisé ça depuis un certain temps avec mon équipe. Ça s'appelle le cordon sanitaire. Donc je leur demande d'identifier 10 personnes qui sont inoffensives. C'est le seul critère sur lequel je veux qu'elles établissent cette liste. Donc 5 dans leur classe, 5 en dehors de la classe. Alors donc souvent je leur dis, souvent ce sont des gens qui sont soit seuls, soit à deux, hein, parce que ils sont rarement en bande, hein, les gens inoffensifs. Parce que la bande rend pas très sympa dans l'ensemble. Et donc alors ils font assez facilement la liste, hein. Ils disent voilà, il y a elle. Bon il y a Louis, mais Louis il est chelou quand même. Je dis mais je m'en fiche en fait, qu'il soit chelou, tu le prends quand même dans ta liste. Et puis je leur dis, une fois que t'as élaboré cette liste, je te propose d'aller à chaque récré parler avec chacune de ces 10 personnes 1 minute. Donc je veux pas que tu restes, hein, je veux pas que tu crées quelque chose de très long, mais je veux que tu sautes comme de rocher en rocher en fait, et que c'est en sautant de rocher en rocher comme ça que tu vas créer un cordon sanitaire, parce que
nous, on pense que un enfant, un collégien, par exemple, qui parle à 10 personnes dans une cour de récré avec 10 personnes qui lui répondent, il est protégé, en fait. Alors, on les prépare parce que souvent, surtout s'ils ont été dans un royaume un peu cruel, il se peut que le feedback soit pas très bon au départ. Hein. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des gens qui disent « mais pourquoi tu me parles, en fait ?» Et donc là, on les prépare en disant « bah là, il faut que tu répondes. Ah pardon, excuse-moi, je croyais que t'étais sympa. Excuse-moi, je me suis trompée. » Et surtout, je les prépare à ce que une des dames de compagnie ou plusieurs viennent les rechercher. Parce que je leur explique qu'en effet, la personne dans la cage, elle est très importante dans un royaume et que donc, il est vraisemblable qu'elles vont venir la ressolliciter. Et là, je les prépare vraiment à répondre c'est hyper gentil, mais j'ai décidé de prendre un peu de recul. Cependant, vous serez toujours dans mon cœur. Parce que je ne veux surtout pas qu'elle dise c'est parce que vous êtes trop méchante que je veux plus aller, parce que sinon on recommence en fait à se remettre en vulnérabilité. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on a, je le redis, modélisé il y a 3 ans environ, et qui a aidé vraiment beaucoup d'enfants à rentrer dans des relations individuelles qui font du bien en fait, plutôt que d'être obsédés par le groupe. Mais écoute, bravo et merci. Donc à lire absolument ce manuel de survie face au harceleur. Moi, ça m'a replongé dans mes années collège, qui étaient peut-être les pires années de ma vie, hein, même s'il n'y avait pas de harcèlement systématique. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand j'avais 25-30 ans, j'ai croisé un des garçons de ma classe et qui avait pas été forcément hyper sympa avec moi. Et il m'a dit ah Catherine, ces années collège, c'était les meilleures années de ma vie. Il avait des étoiles dans les yeux, alors que moi c'était clairement les pires, et peut-être aussi à cause de lui. Donc on n'avait pas du tout la même perception, mais lui il était donc le roi de la récré, et donc il en garde un super bon souvenir. Bien sûr. Et moi j'en gardais un très mauvais souvenir, donc ça m'a fait trop rire. Et c'est hyper intéressant cette anecdote parce que, en dehors du fait qu'elle est très émouvante, c'est que quand on dit que l'émotion principal du harceleur, c'est le plaisir. C'est vraiment l'impensé pour moi institutionnel qui empêche le plus la résolution de ce problème. Donc là, lui, il était le petit coq, enfin voilà, et donc il avait un certain pouvoir, et donc il était très très heureux de cette époque-là, quoi. Et du coup, en tant que jeune professionnel, il avait pas la même emprise sur les autres, et donc du coup, ça lui paraissait moins intéressant. Donc c'est drôle. Et je pense qu'on est harcelé, on devient intelligent quand même parce que on doit beaucoup réfléchir pour voilà. Alors, on va passer aux relations de couple parce que tu viens de sortir ce livre mais absolument incroyable, Comment rater son couple à coup sûr. Je l'ai lu mais avec délectation et je me suis reconnue. Alors, je me suis reconnue au moins 2 fois. Donc tu racontes comment quand on se met en couple, on a un peu tendance à entrer dans une autoroute de façon de faire. Cette autoroute, elle poursuit le but qu'on voudrait avoir, évidemment, un couple merveilleux, harmonieux, plein de joie et plein d'amour, qui dure. Et de temps en temps, ces autoroutes, qui sont chargées de bonnes intentions, foncent droit dans un mur ou dans des impasses, ce que tu appelles les cercles vicieux. Et donc, tu donnes des exemples, alors avant couple et pendant couple. À chaque histoire que tu racontes, à la fin, il y a un petit topo qui vient élargir un peu le débat. Et donc, chaque petit topo sont vraiment des véritables trésors, des véritables clés que tu donnes aux personnes. Je trouve ça tout à fait étonnant. On peut parler de cette famille recomposée. Où il y a cette femme qui donc a démarré un couple avec un homme plus âgé. Cet homme plus âgé a dû quitter sa femme et sa fille pour la rejoindre. Et puis donc cette femme se retrouve, là je prends le point de vue de la femme, se retrouve avec sa belle-fille 1 semaine sur 2, et cette belle-fille évidemment la déteste au plus haut point puisque c'est à cause d'elle, cette vieille paix, que son père a quitté sa mère, et elle a l'impression de se retrouver avec le sosie de l'ex de son copain, et donc elle peut pas supporter cette jeune fille. Et quoi qu'il fasse, donc celui qui est au cœur du sujet, cet homme qui à la fois avec sa nouvelle compagne et sa fille, qui les aime toutes les deux, c'est vraiment les personnes qui l'aiment le plus au monde et qui ne s'entendent pas. C'est quelque chose d'absolument terrifiant, ça, qu'on en trouve beaucoup en famille recomposée, qu'on peut retrouver d'ailleurs en famille non recomposée, mais en famille recomposée, c'est très prégnant, avec
en effet, comme ce sont nos deux préférés, l'envie que nos deux préférés s'aiment. Enfin, je veux dire, c'est tellement humain d'avoir envie de ça. Et ce faisant, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de contrôler du coup la relation qu'il y a entre, par exemple, notre conjointe, notre nouvelle conjointe et notre fille. Il se donne beaucoup de mal, il essaie de trouver des sujets de conversation qui les intéressent toutes les deux, des promenades à faire où toutes les deux pourraient trouver leur compte. Il essaye de cette fille, il se rend compte que sa fille a beaucoup souffert, donc il essaye de lui donner la plus belle chambre, etc. L'autre le prend très très mal. Et donc c'est une escalade de tristesse, de peine, de revendication, de souffrance et de récrimination en fait. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il essaye vraiment aussi de dire à Olga, sa compagne, rends-toi compte comme c'est dur pour elle. Donc il essaye de créer de l'empathie, ce qui est quand même une injonction paradoxale. Mais bien sûr, c'est insupportable. Donc sois aimante avec cette pauvre petite, alors que elle la voit comme une espèce de peste infâme. Donc en fait, elle a raison parce que l'adolescente, ça doit être infecte avec elle. Oui, parce qu'elle a bonne raison à ça, en tout cas de son point de vue, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que de son côté, Olga, elle essaye de modifier aussi l'interaction qu'il y a entre le père et la fille en disant mais rends-toi compte qu'elle est ignoble avec moi, qu'elle est vraiment pas sympa. Ce qui est logique, tout ça est parfaitement logique. Hein. Et puis c'est ta petite princesse, tu lui donnes tout ce qu'elle veut, elle te dit jamais merci, t'acceptes ça, c'est pas possible qu'on te marche sur les pieds. Ouais, et qu'on me marche sur les pieds à moi aussi, tu ne me défends pas assez, hein, il y a quand même beaucoup ça aussi. Et en fait, lui, c'est comme si c'était un dompteur au milieu de deux tigresses, quoi, d'une certaine manière. Et donc, il essaye de les amadouer les deux, et il se prend des coups de griffe de chaque côté, en fait. Hein. Et de plus en plus, et plus il essaye d'améliorer, plus ça s'empire. Bien sûr, ce qui est assez logique, hein, en fait, d'une certaine manière, parce qu'encore une fois, il intervient dans des relations qui sont pas les siennes, en fait, hein, et notamment dans cette relation-là. Et elle intervient dans une relation qui n'est pas la sienne non plus. Et donc, chaque fois qu'on fait ça, en fait, parce que moi, je trouve que, en effet, la métaphore qui est intéressante, c'est comme si les relations entre les gens, c'était des fils. Donc, nous avons une relation, toi et moi, donc nous avons toutes les deux un impact sur cette relation, puisqu'on tient la relation par un bout, voilà, tac, tac. Si quelqu'un arrive tout à coup et dit, non, mais moi, j'aime pas cette relation, donc je vais me mettre un peu au milieu, il la tient pas par un bout, donc par définition, il va faire des nœuds. Et il va provoquer exactement l'inverse de ce qu'il veut. Parce que j'ajoute, et ça c'est hyper intéressant, je trouve, que quand on veut intervenir dans une relation pour l'aggraver, ce qui est le cas par exemple de certains parents qui ne supportent pas le conjoint de leur enfant, par exemple, et qui donc vont implicitement ou plus ou moins délicatement se mettre au milieu en disant non mais enfin tu vois bien que ça ne va pas. Enfin je veux dire que tu ne peux pas rester avec ce garçon ou etc. Ils créent exactement l'inverse aussi, mais l'inverse de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que là, en revanche, ça fait beaucoup de bien à la relation, parce que ça crée un espèce de syndrome Roméo-Juliette, tu vois. Donc, c'est vraiment une très mauvaise idée d'aller intervenir dans une relation qui n'est pas la nôtre. Et donc, en l'occurrence, je pense que l'autre chose qui est importante aussi dans ce genre de situation, et que je trouve on fait pas assez, c'est que on pose pas assez la question aux parents de dire, à votre avis, et en tout cas à Olga, la belle-mère là en l'occurrence, à votre avis, qu'est-ce qui fait que elle est aussi autant en colère contre vous? Qu'est-ce qui la rend dingue en fait? Et donc elle dit en effet, comme tu le disais, elle dit parce que sa maman lui a dit que c'était à cause de moi qu'en effet voilà, ils s'étaient séparés et que donc elle considère que je suis la coupable, la responsable de la rupture familiale. Donc moi je trouve que c'est hyper intéressant que ces belles mamans elles puissent dire à un moment donné ou écrire, si elles peuvent pas le dire parce que c'est trop compliqué, dire je sais que tu considères que je suis la coupable de tout ça, donc tu ne peux que me détester. Et en plus, si tu me détestais pas, tu ferais de la peine à ta maman. Donc moi je pense que c'est important que tu continues à me détester. Je trouve pas ça agréable, mais je le comprends, donc je ne t'en tiendrai plus rigueur, quoi. C'est très intéressant un adulte qui sait dire ça à un enfant et qui du coup se remet dans la bonne relation qui est celle qu'elle a avec cette belle fille et qui reconnaît en fait l'enfant tel qu'il est en voilà, fait. Exactement. Et moi je trouve que c'est très intéressant dans ton approche parce que finalement il n'y a pas de jugement, on dit pas cette fille est insupportable, je sais pas trop quoi, on comprend ce qui se passe, on cherche pas à changer la personne, ça c'est vraiment fascinant, on ne change pas la personne, on change la relation entre les gens. Absolument. C'est ce que disait Václavic. Václavic disait on ne soigne pas des gens, on soigne des relations avec l'école de Palo Alto. Et ça c'est profondément dépathologisant. C'est profondément responsabilisant, je trouve.
Et c'est pareil d'ailleurs que Et pour la le première harcèlement. étape, c'est sans doute sortir du jugement au lieu de dire cette fille est vraiment très désagréable, c'est pas possible, etc. On dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe pour elle? On se met quelque part. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'elle est autant en colère? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'elle Mmh. et du coup, bah voilà, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant de prendre les choses de ce point de vue-là en se disant, à certains moments, quand on a l'impression que il y a une relation entre deux êtres qu'on aime qui nous fait terriblement souffrir, de Donc moi, se ça m'a dire, aidé là-dessus, parce qu'en fait, du coup, bon, entre mon mari, mes enfants, de temps en temps, par exemple, je trouve que la relation est pas idéale, et je serais prête, enfin, je suis souvent prête à faire quelque chose pour que atténuer quelque chose, renforcer quelque chose, etc. Donc quelque part, vouloir manipuler l'autre pour pouvoir contrôler ses émotions, pour pas qu'il ait telle ou telle émotion, en fait. Et donc je me mets finalement pas à ma place. C'est pas à ma place d'être là entre les deux, et c'est comme ça qu'on se prend des baffes en général, et on ne fait qu'aggraver quelque chose en voulant atténuer. Voilà. Et j'ai trouvé ça très passionnant en fait de me dire ah bah c'est pas mon problème. S'ils veulent se chamailler, qu'ils se chamaillent. S'ils veulent se faire des reproches, qu'ils se fassent des reproches. C'est pas mon affaire en tout cas. Voilà. Et je trouve ça assez reposant parce qu'en plus je me suis rendu compte que ça pouvait aggraver en fait. Oui. Voilà. Complètement. Et donc je pense qu'il était en pleine souffrance cet homme, et que le fait à un moment donné de dire à ces deux tigresses je vous aime toutes les deux, je ne peux pas faire que vous vous aimiez. Donc voilà, continuez à vous disputer si c'est pour l'instant la seule façon que vous avez de faire. Moi en tout cas je ne m'en mêlerai plus. C'est extrêmement apaisant. Alors du coup comment ça se passe les repas de famille? Bah c'était avant ou après? Bah après. Après. Mais après ce qui se passe c'est que comme il y a un combat qui est cessé, en fait c'est beaucoup plus apaisé d'une certaine manière. Surtout si en effet Olga a fait le travail elle-même de dire je comprendrais que tu me fasses la tête, parce que elle peut pas à la fois dire je comprendrais que tu me fasses la tête et puis se mettre à bouder quand l'autre fait la tête. Il faut qu'elle soit cohérente en fait. Donc la jeune fille arrive, elle fait la tête, et puis du coup ça fait partie de la normalité. Tout à fait. Et puis ça veut dire que enfin voilà, il y a plein de choses qui en découlent. Ça veut dire que à un moment donné Olga pourra en effet parfaitement accepter que ce père aille avec sa fille déjeuner par exemple tous les deux, et des moments avec elle, etc. Parce que elle se sentira plus exclue ou en compétition, en concurrence. Voilà. Puisqu'elle arrêtera de vouloir contrôler une relation qui lui appartient pas en fait. Passionnant, passionnant. Donc elles sont toutes comme ça, les histoires toutes extrêmement riches, et même si on est dans des situations très éloignées, on peut trouver des petits clés d'enseignement, et c'est ça qui fait vraiment la richesse de ton livre. Il y a aussi une autre histoire qui m'a énormément touchée. Ça se passe avant le couple, avant de se mettre en couple, et c'est un jeune homme qui depuis toujours sait qu'il aime les personnes du même sexe, mais lui-même étant homophobe, en tout cas élevé dans cet état d'esprit, il est très très embêté, très très coincé, puisqu'il a essayé de ne pas être homosexuel, mais c'est compliqué. Il n'a pas réussi, et en même temps il peut rien faire puisqu'il veut pas faire son coming out, et donc il se retrouve coincé. Oui, ça c'est quelque chose d'assez fréquent, très malheureusement. Donc lui, en l'occurrence, il est vraiment paniqué à l'idée que on puisse découvrir son homosexualité. Donc il fait tout pour la cacher. Hein. Il fait tout pour la cacher. Ça fait des années que ça dure. Ouais. Donc il s'est vraiment, d'une certaine manière, vraiment caché de la façon la plus astucieuse possible, en faisant du foot. Enfin vraiment, il prend des couvertures comme ça, très. Et puis, ben forcément, je veux dire, c'est de plus en plus douloureux pour lui. Donc il a extrêmement peur d'être malmené en fait, notamment par l'équipe de foot, justement, si jamais les joueurs le découvraient. Il a extrêmement peur de décevoir ses grands-parents qui l'ont élevé, extrêmement peur, parce qu'il sait que ils sont vraiment à milieu de... Ouais, c'est ça, et qu'ils seront tellement choqués, enfin tellement, ils auront peur du qu'en dira-t-on, ils oseront même plus sortir de chez eux. Tout à fait, donc il a vraiment peur de leur faire beaucoup de peine. Et il a peur de perdre son travail, que à un moment donné, son patron lui dise non mais en fait, voilà, c'est un peu gênant puisqu'il est moniteur d'auto-école, je voudrais pas qu'il y ait de problème, donc etc. Enfin, il a vraiment peur de tout ça. Et en fait, ce qu'il fait, et ce que font beaucoup de gens, hein, c'est qu'il essaye de pas y penser en fait. Il essaye de pas l'envisager. Il se dit non mais faut pas exagérer, ça va pas se savoir. Il suffit que je maintienne bien ma cuirasse et puis ça se saura pas, etc. Mais il est de plus en plus mal et il est de plus en plus angoissé. Donc vraiment ça va pas. Et le premier pas qu'il franchit, c'est quand il l'annonce à sa meilleure amie, qui est extrêmement affectueuse. Donc c'est quelque chose qui est très important, ça en fait, d'avoir quelqu'un qui prend cette révélation avec affection. Et puis en fait, vraiment l'idée du 180 degrés ici, c'est
plutôt d'aller voir ce qui fait peur, vraiment de très près, quoi, d'aller comme avec un drone, regarder ce qui pourrait se passer d'épouvantable si en effet les gens apprenaient qu'il était homosexuel. Et donc l'idée, c'est vraiment de lui faire traverser ces trois scénarios horribles, hein, les footballeurs qui apprennent, les pires, les plus horribles, les footballeurs qui apprennent et qui le tabassent de façon horrible. Le moniteur, le directeur de l'auto-école qui lui dit on arrête, qui se retrouve au chômage, etc. Et puis, sans doute la scène la plus horrible pour lui, le fait que ses grands-parents l'apprennent et que son grand-père lui demande si ça peut se soigner. Et sa grand-mère ne dit rien parce qu'elle pleure et qu'elle arrive même plus à parler, quoi. Et ça, c'est vraiment des scénarios absolument épouvantables. Sauf que tant que on les a pas regardés en face, l'angoisse, elle continue à s'agiter à l'intérieur. Alors que quand, en effet, de façon accompagnée, avec quelqu'un qui le fait, qui nous accompagne avec donc, tu as sa prescription paradoxale qui, au lieu de fuir ses peurs, au contraire, les regarder en face et avoir une prescription de faire ça une demi-heure par jour. Voilà, exactement. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, on constate, nous, que le simple fait de le faire en silence, on le fait toujours en silence avec eux, d'abord pour tracer la voie et parce que c'est tellement dur à faire tout seul qu'il faut déjà qu'il l'ait expérimenté une fois. On voit déjà physiquement quelque chose qui s'apaise, en fait. Et puis, alors ensuite, au fur et à mesure qu'ils font cet exercice, ils racontent de façon très précise que la peur a diminué à chaque fois et qu'à un moment donné, elle est toujours là, bien entendu. Mais à un moment, il va devoir rencontrer la réalité parce que ça peut effectivement mal se passer. Oui, tout à fait. Mais la peur, on la remet à un juste niveau. C'est-à-dire qu'en fait, en l'accueillant, en lui faisant une place à l'intérieur de soi, on fait qu'elle se venge plus du fait qu'on ne l'écoute pas en nous paralysant ou en nous mettant parce que là, il avait carrément coupé une partie de sa personnalité. C'était terrible parce qu'il y avait une espèce de drame épouvantable à l'intérieur de lui. C'est très, très touchant cette histoire. Moi, j'ai pleuré en la lisant. Oui, elle m'a beaucoup touchée. Ils m'ont beaucoup touchée parce que j'ai pas mal de jeunes. Alors, les jeunes, souvent, t'appellent Manu. Ouais. Et toi, tu les appelles mon chou, ma puce, etc. Ouais. C'est affectueux, tout ça. Ouais, je suis très affectueuse. C'est ce que me reprochent beaucoup de psy. Ah bon? Qu'ils sont moins. D'accord. Bah, écoute, t'es touchée par les histoires des personnes. Heureusement que tu es humaine. Donc, donc ça, c'est vraiment comment rater son couple à coup sûr. Vraiment un très, très riche avec plein d'histoires, plein de petits trésors, en fait, et qui sont hyper intéressants pour tout couple, en fait. Tout le monde peut être concerné par ce livre, qu'on soit en couple ou qu'on le soit pas, d'ailleurs. Puisque ça permet de préparer le terrain et puis de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on fait tout le temps plein de choses. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est utile ce que je fais? Est-ce que ça porte ses fruits ou ça fait que me frustrer? Parce que très souvent, on a des actions qui finalement ne fonctionnent pas, donc sont frustrantes. Et comme je le disais en introduction, on passe son temps à faire plus ou moins de la même chose en espérant qu'un jour ça marche et ça ne marche pas. Ça rappelle un peu la métaphore, tu sais, des mouches qui sont devant une vitre transparente. Et donc, elles veulent sortir de cet espace et donc elles se cognent contre la vitre. Et puis, ça marche pas. Donc, en fait, elles recommencent et on les voit en bas des fenêtres, les quatre pattes en l'air, mortes d'épuisement, en fait. Alors que les guêpes, les abeilles, elles vont foncer dans la vitre, elles voient que ça marche pas, elles foncent 3 fois, elles voient que ça marche pas et elles font ce fameux 180 degrés pour aller chercher une autre solution. J'adore cette métaphore. Et donc, on arrive à la vie professionnelle. Ça, c'est dans ton premier bouquin qui s'appelle « Faites votre 180 degrés », qui est aussi le titre de cette émission. Je n'ai fait que recopier. Et donc, là, il se passe une histoire assez étonnante d'une femme qui occupe un poste de commercial dans une entreprise et qui se débrouille vraiment très bien, etc., jusqu'au jour où il y a un autre commercial qui arrive et qui va lui piquer ses clients, sa place, sa voiture de fonction, etc. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Oui, alors c'est une ingénieure commerciale en fait. Donc elle est à ce poste et il y a deux autres collègues qui sont à ce poste-là en effet. Et il y en a un qui n'a pas d'ailleurs le diplôme d'ingénieur. C'est très intéressant parce qu'en fait il n'a pas le diplôme d'ingénieur, mais il a plus d'ancienneté dans le métier, quoi, on va dire, et donc du coup techniquement il est plus solide qu'elle à ce moment-là. Et du coup, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il lui savonne la planche pendant les comités de pilotage, qui sont des comités lors desquels chacun fait un avancement de ses différents projets, en ingénierie, commerciale. Et du coup,
il pose des questions techniques auxquelles elle n'a pas de réponse. Et donc, elle est assez vite tétanisée et elle sait plus trop quoi répondre. Et là, il dit devant le patron, hein, il dit mais si Brigitte, si tu t'en sors pas, je veux dire, je peux les prendre en charge, hein, parce que j'ai l'impression que tu es un peu dépassée. Et il lui pique ses clients. Et il lui pique les plus beaux projets, les projets Ouais. les plus valorisants. Donc, et en fait, quand elle vient me voir, donc ça fait plusieurs semaines que ça dure. Comité de pilotage étant une fois par semaine, et donc elle commence à être absolument paniquée avant, complètement déprimée après, et elle voit son portefeuille de projets qui diminue, le patron qui commence à la regarder d'un air un peu et donc elle est de plus en plus mal. Et quand elle vient me voir, elle vient juste d'exploser en fait dans le dernier comité de pilotage, en hurlant des trucs ignobles, vraiment absolument insensés. Et elle s'est levée et tout ça, elle était en pleurs, enfin vraiment le truc qu'on n'a pas du tout envie de vivre dans un milieu hostile, quoi. Et le patron lui dit, écoutez, je pense qu'il faut que vous vous reposiez un peu, allez donc vous profiter un peu de vos enfants. C'est quand même fascinant comme phrase. Et donc, elle arrive et me dit, en fait là je peux plus y retourner, enfin je me suis grillée, ça va être pire que tout, etc. Donc j'ai inventé, il y avait un truc de voiture de fonction aussi. Non, c'est-à-dire qu'en fait, oui, elle était moins bien payée, elle avait donc un diplôme d'ingénieur, elle était moins bien payée, et notamment dans son package, elle avait pas de voiture de fonction. Il y avait ces deux éléments, alors que le fameux Gérard en question avait lui une belle voiture de fonction et donc un salaire supérieur. Et donc, en fait, ce que je souligne avec elle, qui me semble intéressant à ce moment-là, c'est que je lui dis, au fond, il vous met face à une double contrainte, hein, ce qu'on appelle une double contrainte avec l'école de Palo Alto, c'est-à-dire que soit en effet vous ne dites rien, c'est-à-dire que vous vous soumettez au fait qu'il vous pique et donc vous êtes super mal, soit vous vous rebellez et là vous passez pour une hystérique, ce qui est quand même souvent le cas des femmes en entreprise quand elles ont un peu de pouvoir. Vraiment cette injonction paradoxale est assez fréquente et comme en même temps voilà, il s'agit de votre gagne-pain quoi, vous êtes complètement bloqué, vous pouvez pas faire grand-chose. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on renverse cette double contrainte et qu'on lui mette dessus. Elle me dit, moi, je veux bien, si vraiment vous trouvez quelque chose. Donc moi, j'ai la chance d'être la chance, je ne sais pas, mais dans ce cas-là, c'était une chance, la chance d'être une ancienne DRH, donc je sais parfaitement ce qui fait peur au DRH. C'est un avantage. Donc je lui dis, voilà, donc vous allez aller voir la directrice des ressources humaines et vous allez lui dire la chose suivante. À la dernière soirée de Noël de l'entreprise, mon mari a parlé avec Gérard. Et là, il a entendu, en fait, parce que Gérard lui a dit que j'ai été payé 20% en dessous et que ils avaient une voiture de fonction alors que j'en avais pas. Et depuis, il n'arrête pas de me tanner, en fait, en me disant, mais c'est pas possible, il faut aller voir l'inspection du travail. Premier mot qui fait peur à une DRH, inspection du travail. Parce que c'est inadmissible et c'est pas équitable, etc. Donc moi, tu me connais, je lui dis de dire à la DRH, je suis très loyale à cette entreprise, j'ai pas du tout envie de faire quoi que ce soit, mais j'en peux plus, quoi. Je sais plus quoi faire, il faudrait que on fasse quelque chose pour le calmer parce que moi, ça me stresse. Et puis, en plus, voilà, t'as vu, j'ai pété un plomb, là, je vais vraiment mal. Donc, voilà, j'ai besoin de ton aide. Par ailleurs, donc voilà, je sais pas si tu pourras faire quelque chose, mais voilà, par ailleurs, je vais super mal. Donc, mon mari n'arrête pas de me dire que si je fais rien, il va falloir que voilà, que lui en parle à notre conseil. Donc deuxième mot qui fait super peur au DRH. Et quand il est vraiment très énervé, il me dit si ça continue, moi je vais saisir le tribunal de prud'homme. Troisième mot qui fait extrêmement peur. Donc voilà. Donc en effet, elle constate que la DRH se liquéfie au fur et à mesure de ces trois mots. Et puis 15 jours plus tard, elle l'a fait revenir dans son bureau en disant écoute, je me suis battue, voilà, parce que t'as raison, c'est inadmissible et tout ça. Et je t'ai obtenu, j'ai pas pu obtenir tout, mais je t'ai obtenu 10% d'augmentation, ce qui est colossal, hein, vraiment 10%, c'est colossal. Mais j'ai pas pu rétablir complètement l'écart. Mais alors, pour compenser, je t'ai obtenu une voiture de fonction, mais d'un niveau supérieur à la gamme de celle de Gérard. Donc moi, je savais que ça allait se passer comme ça. Enfin, en tout cas, je l'espérais. Et donc là, je lui dis, c'est là que intervient notre double contrainte inversée. Je vais vous demander d'aller, en tout cas, c'est ce que je vous propose, d'aller voir Gérard. Vous allez aller dans son bureau. Vous allez lui dire, si tu n'as pas besoin de te lever, j'en ai juste pour 2 secondes, pour que vous restiez debout et lui assis, comme ça, voilà. Et là, vous lui dites, je voulais te remercier, en fait, Gérard, c'est pour ça que je suis venue te voir. Je voulais te remercier parce que le fait que tu sois vraiment extrêmement pénible avec moi, que tu essayes de me savonner la planche en permanence, ça fait que du coup, j'ai un peu pété un plomb et du coup, j'ai un peu parlé à la DRH. Et grâce à ça, j'ai eu une augmentation assez colossale. Et ça, c'est grâce à toi, vraiment, Gérard. Et par ailleurs, j'ai eu une voiture de fonction. Je sais pas si tu l'as vue dans le parking, mais elle est quand même topissime. Donc, je voulais te dire, Gérard, merci. Et surtout,
continue, quoi. Vraiment parce que ça m'aide. Et je vois que le patron, plus t'es méchant, plus le patron me regarde un peu avec un air, positif, quoi, en fait. Et donc, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Donc, elle me dit, c'est une blague. Je me dis à quel moment je vais aller remercier cette grosse enflure. Je lui dis, ben, moi, je pense que c'est hyper intéressant parce que si vous faites ça, la prochaine fois qu'il va tenter de vous savonner la planche en réunion, vous pourrez lui dire, merci Gérard. Tu sais exactement tout ce qu'il faut faire pour me faire du bien et j'ai jamais eu un mentor pareil. Et donc, en fait, c'est vous qui reprenez le contrôle. C'est-à-dire que soit il continue à vous emmerder et au fond, vous lui avez dit que c'était ce que vous vouliez, soit il arrête et c'est ce que vous voulez au fond. Donc, on a inversé complètement l'injonction paradoxale. C'est fortiche. Donc, ça s'improvise pas et on peut se former auprès de toi. Donc, tu as une école qui s'appelle A180°. Et donc, tu formes des thérapeutes à cette technique particulière, la technique de Palo Alto, mais appliquée, on va dire, puisque voilà, avec des cas concrets, des exemples, des exercices, etc. Et puis d'autres personnes qui pourraient devenir thérapeutes, qui peuvent faire un cursus complet, c'est ça. Il y a deux formules. Ouais, voilà. Absolument. Il y a une formule notamment pour les professionnels de l'enfance qui veulent pas changer de métier, mais juste acquérir des outils supplémentaires dans leur pratique actuelle. Donc ça peut être vraiment pour tout professionnel de l'enfance. Et donc le harcèlement scolaire, qui peut être très très violent. Enfin, moi j'ai appris des choses dans ton livre, va mourir, incitation au suicide, etc. Enfin, il y a quand même des cas incroyables et voilà, il est temps de réagir, il est temps de faire quelque chose. Il faut effectivement que plus de professionnels se forment, que ce soit mieux détecté. Après, c'est vrai qu'on peut recevoir dans nos cabinets des personnes qui ont décroché de leur scolarité parce qu'ils ont été harcelés 15 ans plus tôt et qui finalement ont pris des voies pas très intéressantes parce que ils ont été quelque part éjectés de l'école, ils étaient harcelés et finalement chez l'établissement dit que changer d'établissement, c'est à vous de partir, c'est aux harcelés de partir et non pas. Alors, enfin, il y a un très fort déséquilibre, beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, mais c'est en bonne voie. Je trouve que les lignes bougent, oui. Oui. Très très bien. Eh ben on se quitte sur cette pensée positive, que ça bouge, que ça avance, qu'on peut aller mieux, qu'on peut arrêter de faire des choses qui ne nous réussissent pas en faisant des choses qui nous réussissent. Et donc merci infiniment Manu. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je voudrais que tout le monde se pique à ta méthode. Voilà. À bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose.